Bonjour et bienvenue au Salon de la Réflexion. Ici, nous accueillons des auteurs, des écrivains, des conférenciers, des intellectuels et universitaires qui produisent de la connaissance. Le Salon de la Réflexion croit que des chercheurs qui trouvent, il y en a, et qu'il faut les valoriser. En effet, que serait l'humanité si les êtres qui la composent n'avaient que de la nourriture physique? Comment allait-il évoluer? Il nous faut donc mettre en valeur tous ceux qui font bouger le monde en produisant de la réflexion, en produisant de la pensée. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un auteur et conférencier, Monsieur Fréjus Zamblé. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dr. Kwasi. Alors, en quelques mots, comment pourriez-vous résumer votre parcours? Le parcours, il est atypique. Il est atypique parce qu'il y a un changement de formation. Donc, je suis diplômé en art de la gestion stratégique gagnante, donc de management des structures. Et de là, je migre vers la formation, l'éducation. Et depuis maintenant 7 ans, je suis dans l'éducation. Félicitations. Ce n'est pas facile de se réorienter. Quels sont les axes que vous explorez aujourd'hui? Alors, donc, il faut dire que je suis spécialiste en orientation scolaire et professionnelle de Central Test. Donc, je suis diplômé de Central Test. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment de l'orientation. Comment emmener un individu à s'orienter, à trouver sa voie en tenant compte de ses passions, de ses intérêts. Donc, on va parler ici de trouver son profil d'apprentissage, sa personnalité, afin de mieux l'orienter. En plus de cela, aujourd'hui, nous faisons du coaching parental. Comme vous le savez, il n'y a pas d'école pour devenir parent. Du coup, la seule méthode qui reste aux parents, c'est comment rééditer l'éducation qu'ils ont eue. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Et donc, les méthodes ne marchent pas forcément. L'idée pour nous, c'est de partager avec les parents la psychologie des enfants du XXIe siècle, leur permettre de comprendre ce qui se trouve derrière les crises et enfin leur donner des outils efficaces pour pouvoir les accompagner. Le troisième axe, c'est vraiment le coaching éducatif et scolaire. Et comme vous le savez, dans notre système éducatif, il n'existe aucune matière qui apprend aux enfants à étudier. Du coup, si on a réussi, on dira qu'on est brillant, mais si on n'a pas réussi, on dira qu'on est bête. Or, avec nos études portées sur la neuroscience, j'ai pu comprendre par exemple qu'un enfant qui naît, un bébé, son cerveau est plus performant que le dernier ordinateur de dernière génération qui existe. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui a 12 ans et qu'on se leurrait de dire que cet individu n'est pas intelligent. Alors, nous avons compris que, en fait, pas parce que les enfants ne sont pas intelligents, mais simplement il leur manque des outils, des techniques d'apprentissage. Dans le coaching éducatif, nous leur donnons ces outils-là afin de leur permettre de travailler leur mémorisation, de travailler leur concentration, d'avoir des techniques et méthodes d'apprentissage afin de pouvoir optimiser l'apprentissage. Et le dernier axe, c'est le management des structures apprenantes. Vous savez, aujourd'hui, toutes les entreprises arrivent à déterminer exactement le chiffre d'affaires à faire. Et ce chiffre d'affaires-là, il est divisé par 12, divisé par 6, divisé par mois, divisé par semaine, divisé par jour. Mais ce qui est étonnant dans le système éducatif, c'est que l'année va finir et puis on est étonné d'avoir fait 50% de réussite. Là, en ce moment, si vous demandez au directeur d'établissement, ils vont vous dire « si Dieu nous a bénis, qu'on a eu 80%, on sera heureux. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prévoir les résultats? C'est difficile parce que, effectivement, c'est sur l'homme qu'on travaille. Mais il existe des techniques qui permettent aux écoles d'anticiper les difficultés des élèves, de former efficacement les enseignants à ce que nous on appelle la pédagogie de la réussite, afin de pouvoir effectivement prévoir les résultats. Donc, le dernier point de nos activités, c'est le management des structures apprenantes. Comment accompagner efficacement les établissements afin qu'on puisse effectivement atteindre les différents objectifs. Merci beaucoup pour cet exposé brillant. Récemment, vous avez coécrit un livre, L'hymne à la parentalité positive. Qu'est-ce que vous entendez par parentalité positive et pourquoi doit-on s'y intéresser? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle. Ce qui s'est passé, c'est que avant, l'éducation qu'on recevait de nos parents était l'éducation de la société. Ce qui faisait que un parent pouvait vous trouver dans la rue parce que vous avez
fait une bêtise, il allait vous chicoter et le parent allait être très heureux. Mais ce qui se passe au 21e siècle, c'est que l'éducation est devenue individuelle. L'éducation que vous donnez à votre enfant n'est pas forcément la même éducation que je donne à mon enfant. Du coup, aucun parent ne peut se permettre d'éduquer l'enfant d'un autre sans sa permission. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la démocratisation de l'information. Vous savez, avant, le parent pouvait décider de parler d'un sujet bien précis à son enfant lorsque lui, le parent, allait juger que c'était le moment. Donc, il pouvait par exemple dire que je parle par exemple de sexualité à mon enfant. Quand celui-ci va avoir 15 ans, 20 ans, mais cet enfant-là ne pouvait pas entendre parler de ce sujet-là au dehors. Parce que la société avait la même manière de penser, la même manière d'éduquer. Mais aujourd'hui, avec le 21e siècle, nous avons ce qu'on appelle la démocratisation de l'information. Avec 50 francs, l'enfant, il a un pass Internet et il a beaucoup d'informations. Donc, au 21e siècle, les enfants ont plus d'informations que nous. Les enfants savent plus que nous. Le problème du parent, donc, le challenge, je vais dire, ça sera donc de comprendre qu'est-ce que l'enfant y voit, qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il va faire. Parce que sur Internet, tout n'est pas net. Donc, comment est-ce qu'il fait ce tri-là? Et lui, parce qu'il a l'expérience, arrive à conduire son enfant. C'est ainsi qu'on va parler d'éducation positive, de parentalité positive. Donc, le parent ne démissionne pas dans la parentalité positive, mais il comprend les enjeux de l'éducation. Il comprend que lui-même, il est dépassé. Il y a certaines informations qu'il n'a pas. Et la deuxième chose, c'est de comprendre l'enfant afin de mieux l'accompagner dans son rôle de parent. Merci beaucoup. Et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous intéresser à cette question au-delà de ce que vous venez de nous exposer? Alors, tout à l'heure, quand vous avez posé la question de savoir quels sont nos axes prioritaires, j'ai parlé du coaching éducatif. Vous savez, depuis 3 ans, nous avons commencé à accompagner efficacement les enfants. Mais vous savez, au bout de la 4e année, on a été un peu bloqué. Parce que ce qui arrive, c'est que quand un parent nous contacte ou une école nous contacte, nous faisons tout un tas de diagnostics. Nous avons des batteries de tests que nous faisons pour comprendre effectivement quel est le problème. Et lorsqu'on a fini d'identifier le problème, nous sommes capables d'écrire un rapport aux parents ou à l'école pour dire que cet enfant-là, voici les difficultés qu'il a. Et ce sont ces difficultés-là qui font qu'il n'arrive pas à être performant. Et donc, nous, par rapport à notre expertise, nous pouvons consigner 3 mois à 4 mois pour pouvoir régler le problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la 4e année, lorsqu'on prescrivait par exemple 3 mois, on était obligé de faire 3 mois, 2 semaines. Donc il y avait toujours un surplus de temps. C'est un peu comme le temps ne suffisait pas. Alors on s'est posé la question en équipe de savoir, mais est-ce que ce sont nos méthodes qui ne marchent plus? Ou bien est-ce qu'il y a un autre aspect qu'on ne prend pas en charge? Une enquête a donc été menée. Et le rapport était simple. On travaille chez un individu qui est l'enfant, qui lui est dans un système qui n'a pas tous les outils pour le recevoir. Donc, par exemple, on dit à l'enfant, il faut être concentré. Et pour être concentré, il faut travailler, par exemple, loin des bruits. Il ne faut pas que la télévision soit allumée, etc. Et l'enfant, il arrive à la maison, il veut appliquer. Et à 18h, c'est là qu'on regarde la télévision à la maison. Parce que c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. Du coup, on a compris que effectivement, c'est cet aspect-là qui n'était pas pris en compte. L'aspect parent. Donc, on a compris qu'il fallait faire une approche systémique. Prendre le parent, prendre l'enfant, expliquer, les mettre sur le même niveau pour que le parent puisse continuer, en fait, le travail que nous faisons avec l'enfant. C'est ainsi qu'est né le coaching éducatif. Donc, lorsqu'on a commencé à travailler avec les parents, effectivement, on a commencé à avoir du résultat comme au début. Et les parents ont commencé à dire, effectivement, nous, on ne savait pas. On ne savait pas que, par exemple, regarder la télévision pouvait distraire l'enfant. Et nous sommes allés même plus loin dans nos recherches parce que, vous savez, pour un parent qui vient du travail et qui allume la télévision et qui voit son enfant en train d'étudier et il lui dit, et toi, il faut te concentrer sur tes études, moi je viens du boulot. La question que je pose aux parents aujourd'hui, l'enfant il était où toute la journée? Il était à l'école, donc il était au boulot. Et psychologiquement, le message que ça laisse à l'enfant, c'est qu'à un moment il faut arrêter de travailler. Donc, beaucoup d'enfants sont démotivés dans nos systèmes éducatifs, pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, mais parce qu'ils n'ont pas de modèle, en fait. On demande à nos enfants aujourd'hui de lire. Alors, moi, la question que je pose aux parents, très souvent, c'est combien de livres tu as lus
ce mois ou dans l'année. Et le parent dit, je n'ai lu aucun livre. Mais pourquoi est-ce que tu veux que l'enfant il soit un habitué de la lecture? Donc, on a commencé à donner comme ça des petites méthodes aux parents et ça a commencé à marcher. On s'est dit, en tant que spécialiste, il fallait faire sortir un livre. Un livre qui retrace en fait les aspects à prendre en charge dans l'éducation de son enfant. De deux, il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est important. Donc, c'est pourquoi dans le livre, vous allez voir le défi. Le défi, c'est dit le problème. Pourquoi est-ce qu'on pose ce problème-là? C'est expliqué de façon scientifique, bien sûr. Et ensuite, quels sont les outils que le parent peut utiliser afin de pouvoir résoudre ce problème et avoir du résultat avec son enfant. Merci beaucoup. Vous êtes devenu populaire auprès des établissements et des familles. Ce week-end, je sais que vous étiez à Bassam, dans le cadre d'une conférence sur la drogue, mais aussi sur la parentalité positive. Les établissements et les familles qui vous reçoivent, qu'est-ce qu'elles trouvent d'original dans votre message et dans vos productions? D'abord, la première question qui se pose, est-ce qu'on vient me montrer comment je dois éduquer mon enfant? Donc, généralement, c'est cette question-là que nous posons, étant donné que nous sommes très jeunes. Mais ce qui se passe après, c'est qu'ils sont étonnés par l'originalité des méthodes que nous partageons avec eux. Parce que pour un parent qui a lu, par exemple, l'hymne de la parentalité positive, 25 principes pour être un parent épanoui, au 21e siècle surtout, il comprend que, en fait, c'est des choses qu'il savait. Mais comment est-ce qu'il fait pour passer à l'action? C'est ça l'originalité de notre message, de nos écrits, de nos formations et de nos conférences. Nous aidons les parents à quitter au point A, arriver au point B et à faire la transition pour le point C. Donc, de façon méthodique, en leur partageant des outils précis, adaptés à leur environnement. Parce que si vous prenez un livre qui est écrit par un Français et que vous le lisez, certes, le livre partage peut-être des outils, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a l'aspect culturel. Est-ce que cela est pris en charge? Donc, aujourd'hui, les parents, quand ils nous écoutent, ils disent, effectivement, j'avais déjà lu sur ça, mais ce que vous dites là, c'est très original et j'arrive à faire. Si vous me suivez régulièrement sur mes pages, Facebook, LinkedIn, vous allez remarquer que beaucoup de parents viennent commenter pour dire, ah, ça a marché. Parce que, effectivement, les méthodes que nous leur proposons, c'est des méthodes que nous avons enseignées lors de nos séminaires. C'est des méthodes qui ont été éprouvées et c'est des méthodes qui ont eu du résultat. Monsieur Fréjus Zamblé, j'aime énormément les défis. Alors, si on devait mettre les parents au défi, une méthode, une seule, qu'ils pourraient appliquer les jours à venir et obtenir un résultat probant, ce serait lequel? Ce serait sur la communication. Beaucoup de parents se plaignent aujourd'hui que les enfants ne les écoutent pas lorsqu'ils leur donnent des instructions, etc. Alors, nous avons compris que, en fait, il y a deux cas. Soit l'enfant ne sait pas comment on fait, soit n'a pas compris le message. Donc, le premier secret, lorsqu'on donne une instruction à un enfant, c'est de se rassurer que l'enfant a compris le message. Vous verrez beaucoup de parents dire à leur enfant que tu n'es pas responsable. Docteur Kouachi, en tant que spécialiste de la langue française, si on vous pose la question de savoir qu'est-ce qui est responsable, autant que nous sommes, nous aurons une définition différente. Mais peut-être que responsable, dans le cas précis, on souhaite dire à l'enfant simplement que quand il vient au salon, enlève tes chaussures. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça de façon claire? Donc la première chose, c'est de s'assurer que les mots que nous utilisons dans la phrase sont du vocabulaire de l'enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on se rassure que l'enfant, il sait faire la chose? Je vais partager ici la méthode pour s'assurer que l'enfant puisse valider une action. La première chose, c'est de faire pour que l'enfant regarde. La deuxième chose, on fait et on explique le processus. La troisième chose, on fait ensemble avec l'enfant pour qu'il puisse comprendre le processus. La quatrième chose, il fait seul. Et la cinquième chose, il fait seul, il termine et je critique. Voici la méthode d'apprentissage pour amener quelqu'un à l'action. Donc, je répète, je fais, il regarde. Je fais seul encore, il regarde, mais cette fois-ci, j'explique les étapes. Donc, je veux lui dire, par exemple, de ranger sa chambre. Comment ranger sa chambre? Donc, je fais, il regarde. Je fais, j'explique les différentes étapes, il regarde. La troisième chose, on fait ensemble pour qu'il puisse comprendre le mécanisme. La quatrième chose, je le laisse faire. Et là, c'est important de le laisser faire parce que souvent,
On a expliqué une méthode à l'enfant et puis peut-être il n'est pas en train de faire. Et dès qu'il commence, et peut-être il va essayer une autre méthode, et puis on dit non, c'est pas ça. Et le parent, même souvent, il demande à l'enfant de s'asseoir et puis il fait. On ne peut pas éduquer un enfant comme ça. Donc, l'enfant, il fait jusqu'au bout. Et les retours des parents, c'est que beaucoup d'enfants ont montré d'autres méthodes à leurs parents. C'est pourquoi on doit laisser jusqu'au bout. Et la dernière étape, l'enfant, il fait et on critique. En ce moment, il comprend là où il a fauté. Et c'est plus facile pour lui, prochainement, quand on lui demande la tâche, de pouvoir l'exécuter. C'est une méthode instructive. Merci. Monsieur Fréjus Amblé, vous avez beaucoup d'astuces dans votre boîte à outils. Ce qu'on a envie de vous demander, c'est les jours à venir, qu'est-ce que vous réservez aux parents? Est-ce que vous avez une surprise? Est-ce que vous avez des projets? Oui, beaucoup de surprises. Là, pas plus longtemps, c'était hier, nous avons lancé un camp de vacances extraordinaire. J'ai dit extraordinaire parce que c'est le seul camp en ce moment qui prend les parents en compte, en fait. Un camp de vacances, on s'attend aux enfants, mais nous faisons un team building avec les parents chaque samedi. C'est inédit, c'est innovant. Nous sommes en train d'ouvrir la plateforme de formation pour les parents parce que ce qui arrive aujourd'hui avec notre cabinet, c'est que d'autres pays nous sollicitent, Sénégal, Burkina, etc. Donc, nous sommes en train de mettre en place une plateforme pour les parents, coaching des parents, afin que de là où nous soyons, nous puissions avoir des outils pour accompagner nos enfants. Et puis, enfin, nous sommes en train de aussi mettre en place un centre d'apprentissage pour les enfants, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les enfants ont besoin d'apprendre d'autres choses, à part l'école. D'accord? Donc, nous sommes en train d'ouvrir un centre comme ça qui va leur permettre de pouvoir apprendre d'autres choses. Donc, soyez rassurés, vous aurez les nouvelles sur nos différentes pages, sur notre site qui est en train de se faire aussi, et ça sera au bonheur des parents. Merci beaucoup à vous. Ce fut un réel plaisir de vous écouter nous parler de l'hymne de la parentalité positive. À nos téléspectateurs, nous disons merci d'avoir assisté à ce salon de la réflexion, l'endroit où nous faisons la promotion des chercheurs qui trouvent, parce qu'il y en a, et nous donnons l'engagement de les promouvoir. À bientôt.